Respirer la vie, partie 1. L'arrachement. Chapitre 1. Une enfant entre deux terres. Je suis née au Vietnam, à 90 km au nord-est d'Hanoï, dans un petit village qui s'appelait Lang Giang, dans la province de Bac Giang, aujourd'hui nommé Bac Ninh. Pas dans un hôpital, à la maison, à la campagne, là où les naissances se passent entre les mains des femmes de la famille, dans l'odeur de la terre sèche et des cendres, sans formulaire, ni bracelet plastifié autour du poignet. Le monde m'a reçu simplement, sans cérémonie, comme il reçoit depuis toujours les enfants de cette terre-là, en silence, en douceur, avec la gravité tranquille des choses qui ont toujours été ainsi. Ma mère a eu 8 grossesses, 4 fausses couches. Je suis la 3e fille de 4 enfants qui ont survécu. Je dis ça simplement comme un fait. Mais derrière ce chiffre, il y a un corps de femme qui a beaucoup porté, beaucoup perdu, beaucoup continué quand même, avec cette endurance silencieuse que la vie exige parfois sans demander si on est prêt, sans s'excuser de ce qu'elle coûte. Il y a une maison, une langue, des odeurs qui sont restées gravées quelque part dans mon corps, pas dans la mémoire consciente, mais plus profondément, dans cet endroit obscur où les choses s'inscrivent avant qu'on sache les nommer, avant même qu'on sache qu'elles méritent d'être gardées. Il y a une vie entière qui existait avant la France, avant le mot adoption, avant que quelqu'un décide que ma place était ailleurs. Cette vie-là n'a pas disparu quand j'ai pris l'avion. Elle a juste cessé d'être visible. Mes parents biologiques étaient pauvres. Pas pauvres comme on l'entend parfois dans les pays riches. Un loyer qui étouffe, un compte dans le rouge en fin de mois, des arbitrages difficiles mais des arbitrages quand même. Non. Pauvres comme un bol de riz pour 3 jours. Pauvre comme la faim qui ne part pas, qui s'installe, qui devient le bruit de fond de chaque journée, le fond sonore de chaque geste, de chaque réveil. Pauvre comme on aime nos enfants mais on ne peut pas les nourrir, et l'amour seul ne remplit pas un ventre. Pauvre comme il faut choisir. Et choisir, dans ce contexte-là, n'a rien à voir avec ce que le mot veut dire ailleurs. Ce n'est pas une préférence, ce n'est pas une option parmi d'autres qu'on soupèse tranquillement. C'est se retrouver au bord d'une falaise et comprendre que, dans tous les cas, on tombe. La question est seulement de quel côté et pour qui. Les 2 options font mal. Il n'y a pas de bonne réponse, pas de choix qui laisse les mains propres et le cœur intact. Il y a seulement des degrés de perte, et la vie entière qui suit pour apprendre à vivre avec ce qu'on a choisi de sacrifier. Je ne leur en veux pas. Je n'en ai jamais voulu. Il faut beaucoup d'amour pour laisser partir son enfant, beaucoup de désespoir aussi. Ces 2 choses peuvent coexister, l'amour et le désespoir, la tendresse et l'abandon, et je l'ai appris lentement, à force d'y penser, à force de ne pas vouloir y penser et d'y revenir quand même, comme on revient toujours aux questions qui n'ont pas de réponse simple. Ma mère biologique m'a écrit des lettres en vietnamien. On les a fait traduire. La dernière est arrivée en 2004 à mon ancienne adresse. Elle cherchait encore, après toutes ces années, comme si le temps n'avait pas eu raison de cette obstination-là, de ce fil tendu entre elle et moi à travers les continents et les silences. Dans cette lettre, elle expliquait les raisons de mon abandon comme on explique un acte d'amour, parce que c'en était un, même si l'amour peut prendre des formes qu'on ne reconnaît pas tout de suite, des formes qui ressemblent à leurs contraintes et qui ne le sont pas. Elle disait que c'était pour me donner une chance, la chance d'une belle vie, d'une éducation, d'un avenir qu'elle ne pouvait pas m'offrir elle-même. Je ne sais pas combien de fois elle a dû se répéter ces mots pour réussir à vivre avec sa décision. Je ne saurais jamais vraiment. En 2015, j'ai écrit à mon tour une lettre pour raconter mon parcours, mes études, ce que j'étais devenue, pour qu'ils soient fiers, pour leur dire que ça n'avait pas été pour rien. Je voulais leur rendre quelque chose, la preuve que le sacrifice avait eu un sens, que la chance qu'ils m'avaient donnée, je l'avais saisie, que l'enfant qu'ils avaient laissé partir était devenu quelqu'un qui tenait debout. Lors de mon adoption, j'avais 5 ans. 5 ans, c'est assez pour avoir des souvenirs, assez pour connaître le goût des litchis et des caramboles cueillis directement dans l'arbre, pour remonter les allées d'ananas, pour savoir où le chemin tourne, pour reconnaître la voix de sa mère dans le noir. 5 ans, c'est assez pour que la perte laisse une trace réelle, incarnée, pas seulement une trace racontée, quelque chose qui loge dans le corps avant même de se loger dans les mots, qui s'installe dans les muscles et les os bien avant qu'on ait le langage pour en parler. J'avais un petit frère encore nourrisson.
2 grandes sœurs avec qui je grimpais dans les arbres à litchis, avec qui je me disputais et jouais dans la même respiration, avec cette insouciance particulière des enfants qui ne savent pas encore que les choses peuvent s'arrêter, que les paysages peuvent disparaître et que les matins peuvent un jour ne plus se ressembler. De la terre incrustée sous les pieds, trop de temps passé pieds nus dans les rizières, à regarder les femmes travailler, à sentir la boue tiède entre les orteils, à croire que ce paysage-là serait toujours là, que ce serait toujours mon paysage, que rien ne viendrait me l'enlever. Et puis, il y a eu le départ. J'ai dit au revoir à mes parents qui remontaient dans le camion à bétail. J'ai regardé ma nouvelle maman, je lui ai pris la main. On a commencé à marcher. Je ne me suis pas retournée. Je savais que c'était fini. Je savais avec cette certitude silencieuse que les enfants ont parfois et qu'on appelle à tort de l'instinct, cette façon qu'a le corps de comprendre avant la tête ce qui est en train de se passer, de se fermer doucement autour d'une vérité qu'on n'a pas encore les mots pour dire, que je ne le reverrai pas. Ce que j'ai emporté dans l'avion, je ne le sais pas encore, je l'ai découvert par fragments sur des décennies au détour de comportements que je n'expliquais pas tout de suite, comme on découvre longtemps après une blessure qu'elle a changé la façon dont on marche, qu'elle a réorganisé quelque chose en profondeur sans qu'on s'en rende compte. Une façon de regarder les gens pour voir s'ils vont partir, une vigilance douce, presque imperceptible, mais constante, logée là depuis si longtemps qu'elle était devenue ma façon naturelle d'être au monde, mon rapport ordinaire aux autres, une façon d'aimer trop fort et trop vite, comme si le temps était toujours compté, comme si chaque attachement devait être complet avant que quelque chose vienne l'interrompre, une façon de mémoriser chaque détail, chaque visage, chaque moment, chaque lumière particulière d'un après-midi, parce que les choses disparaissent, les gens disparaissent, et qu'au moins les souvenirs, eux, restent. On ne peut pas tout perdre si on garde tout en mémoire. C'est ce que l'enfant de 5 ans avait compris, à sa façon, sans le formuler. J'ai aussi emporté une langue que j'allais perdre. Je m'appelais A Ti Tiang Nguyen. Tiang, délicatesse. C'est ce que mon nom voulait dire. Quelqu'un avait choisi ce mot pour moi avant que je sache ce que les mots pouvaient faire, avant que je comprenne qu'on peut porter un sens dans son propre prénom, comme on porte une promesse qu'on n'a pas faite soi-même, mais qu'on est chargé d'accomplir quand même. Mes parents adoptifs m'ont donné un nouveau prénom, Fleur. C'est beau, Fleur. C'est doux, ouvert, tourné vers la lumière. Un prénom qui pousse vers le haut, vers le soleil, comme font les fleurs. Mais pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'habiter ce prénom comme on habite un vêtement qu'on n'a pas choisi. Pas inconfortable, pas faux non plus. Juste pas tout à fait à soi, juste légèrement trop grand ou trop petit selon les jours, selon les saisons intérieures. A Ti Tiang Nguyen existait avant Fleur. Elle existe encore, pas comme un fantôme, pas comme une blessure, mais comme une fondation. Quelque chose de premier, d'irréductible, qui précède tout le reste et sur quoi tout le reste repose, qu'on le sache ou non. Depuis toujours, j'ai porté en moi cette volonté têtue de faire tenir les deux ensemble, les deux noms, les deux terres, les deux vies, comme si mon petit corps avait su, bien avant que ma tête comprenne qu'on ne survit pas à soi-même en se coupant en deux. Ne pas oublier d'où je viens, exister entièrement, pleinement, sans amputer ce qu'on ne voit pas. Ne pas renier les miens, leur sang qui coule dans mes veines, leurs mains que je n'ai pas tenues assez longtemps, leur visage que j'ai cherché parfois dans le miroir sans oser me l'avouer. Ah, Ti Tiang Nguyen et Fleur ne sont pas deux personnes différentes. Elles sont la même, debout, qui tient les deux bouts. En 2022, ma famille biologique m'a retrouvée grâce aux réseaux sociaux. Je ne m'y attendais plus vraiment. La vie avait continué comme elle continue toujours par-dessus les manques et les questions sans réponse, par-dessus les silences qu'on apprend à habiter faute de pouvoir les combler, qui deviennent avec le temps non plus des vides mais des espaces qu'on a appris à meubler autrement. Je m'étais construite. J'avais une famille adoptive, mes repères en France, une vie qui tenait debout. Le Vietnam était là, quelque part en moi, mais silencieux, présent comme une note basse, comme qu'on n'entend pas vraiment mais qui donne sa couleur à tout le reste. Et puis un message. Une demande de contact, un visage sur un écran que je reconnaissais et qui me ressemblait. Mon petit frère a aujourd'hui une 20aine d'années. Ce nourrisson que je n'ai pas eu le temps de connaître, devenu un homme que je découvre par un écran interposé, par petites touches, par fragments de phrases traduites approximativement, et des regards cherchant leur ressemblance à travers la distance et le temps. Une de mes sœurs est horticultrice, elle fait pousser des lys.
L'autre est fleuriste, à son compte. Son mari est garagiste. Elles travaillent avec les fleurs, elles aussi. Je ne sais pas quoi faire de cette coïncidence, si c'en est une. Peut-être que certaines choses se transmettent dans le sang sans qu'on le sache, sans qu'on ait besoin de se reconnaître pour se ressembler, sans qu'aucune distance ne puisse vraiment les effacer. On fait des visios de temps en temps. On prend des nouvelles maladroitement à travers les fuseaux horaires et les mots qui manquent des deux côtés. Dans cette zone étrange où deux langues se cherchent sans tout à fait se trouver, où les silences sont aussi chargés que les mots. On se regarde dans des petits rectangles lumineux et on est frappé par les ressemblances, les pommettes, le gras du cou, les mains, la façon de sourire peut-être, ces détails imperceptibles que le sang transmet sans demander la permission, qu'aucun avion, aucune adoption, aucune frontière ne peut vraiment effacer. Je réapprends quelques mots. Xin chao, come on, bonjour, merci, les chiffres de 1 à 10, les mots les plus simples, les plus anciens, ceux qu'une enfant de 5 ans aurait su sans les avoir jamais appris, parce qu'ils font partie de ces choses qu'on absorbe avant même de savoir qu'on apprend, qui entrent par les pores avant d'entrer par les oreilles. C'est lent, c'est étrange, c'est comme retrouver quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu, ou qu'on a eu si tôt, si brièvement que la mémoire n'en a gardé que des traces sans contour, des sons qui résonnent sans qu'on sache exactement pourquoi, comme un air fredonné dans le demi-sommeil dont on ne retrouve pas le titre. Chaque mot retrouvé est une petite porte. Je ne sais pas encore ce qu'il y a derrière. Chapitre 2. La perte du langage. À 5 ans, j'avais une langue. Une vraie, une entière. Pas quelque chose qu'on apprend, mais quelque chose qu'on est. Quelque chose qui vous précède et vous constitue, qui existe avant la conscience qu'on en a. Les mots venaient sans effort, sans détour, sans traduction. Je pensais en vietnamien. Je rêvais en vietnamien. Je nommais le monde en vietnamien comme on respire, automatiquement, sans savoir qu'on le fait, sans imaginer qu'on pourrait un jour ne plus pouvoir, parce qu'on n'imagine jamais qu'on pourrait un jour ne plus pouvoir respirer. Et puis un jour, plus personne autour de moi ne parlait cette langue. Les mots ont commencé à partir silencieusement, sans prévenir, sans même laisser de traces de leur départ, comme l'eau qui s'évapore, dont on ne voit jamais le moment exact de disparition, dont on constate seulement un matin qu'il n'en reste plus. D'abord les mots rares, les mots du bord, ceux qu'on utilise peu et qu'on ne remarque pas quand ils s'en vont, puis les mots du quotidien, puis les mots du corps, la faim, la peur, la tendresse, ces mots-là qui sont les premiers mots qu'on apprend et qu'on croyait impossible à perdre parce qu'ils sont attachés à des sensations que le corps ne peut pas oublier, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien, quelques sons éparses, quelques syllabes sans contour, des fantômes de mots dont on ne sait plus très bien s'ils ont vraiment existé ou si on les a inventés dans le besoin de croire qu'il restait quelque chose. C'est une perte qu'on ne mesure pas tout de suite. On grandit, on apprend la nouvelle langue avec la vitesse prodigieuse des enfants, cette capacité d'absorption totale qui ressemble à de la grâce et qui est surtout de la survie. On finit par penser dedans, par rire dedans, par se disputer dedans, par rêver dedans, par pleurer dedans, par habiter dedans complètement comme si on n'avait jamais habité ailleurs, et on croit qu'on est entier. On fait comme si on était entier, peut-être même qu'on y croit vraiment, pendant un temps, pendant des années, jusqu'au jour où quelque chose révèle le creux. Car il y a un silence, là où il y avait des mots, un manque sourd, discret, qui ne signale pas souvent, mais qui est toujours là. Dans ces mots précis, où on cherche une façon de dire quelque chose, et où aucun mot de la langue qu'on a ne suffit tout à fait, où on tourne autour d'une sensation sans pouvoir la nommer exactement, où on sent qu'il existe un mot pour ça quelque part, un mot juste, un mot premier, et qu'on ne s'en souvient plus. Un manque qui n'a pas de nom, ou plutôt, dont le nom existe quelque part dans une langue qu'on a oubliée, et ce vertige-là est particulier, il ne ressemble à rien d'autre. Tom. Mot, à l'envers. Le langage qui s'inverse, qui se retourne contre lui-même, qui devient son propre contraire. Dans mon rêve d'enfance, c'est Tom qui tire. C'est le langage lui-même qui m'abat, doucement, sans violence apparente, avec la patience souveraine de ce qui n'a pas besoin de se presser parce qu'il a déjà gagné. Parce que perdre sa langue maternelle, ce n'est pas comme perdre un outil qu'on pourrait remplacer par un autre, une clé dont on ferait un double. Non, c'est perdre la forme première dans laquelle on pensait le monde, le moule originel, celui d'avant tout, celui dans lequel les choses ont pris leur première forme avant d'en prendre d'autres, où on peut apprendre d'autres langues, on peut en habiter d'autres profondément et sincèrement, mais il y a une langue qui précède toutes les autres, celle dans laquelle on a dit les premiers mots, dans laquelle on a nommé la faim et la mer, et le soir et la peur, et quand cette langue-là disparaît, elle emporte avec elle quelque chose qu'aucune autre ne peut exactement restituer.
Aujourd'hui, j'essaie de réapprendre quelques mots. Sinchao, Kamon, les chiffres de 1 à 10, les mots les plus simples, les plus anciens, ceux qu'une enfant de 5 ans aurait su sans les avoir jamais appris parce qu'ils font partie de cette chose qui entre dans le corps avant même qu'on ouvre un livre, avant même qu'on sache ce qu'est un livre. Je les prononce lentement. Je les répète, je cherche dans ma bouche quelque chose qui ressemble à une mémoire musculaire, cette façon qu'a parfois le corps de se souvenir de ce que la tête a perdu, de retrouver un geste oublié, une position, une forme. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il y a une résonance étrange, un écho venu de nulle part, comme si le son frappait une paroi intérieure dont je ne soupçonnais pas l'existence, quelque chose qui répond faiblement depuis très loin. Comme si la langue n'était pas morte, comme si elle dormait. C'est un retour incomplet, imparfait, maladroit, comme tous les retours qui arrivent trop tard et qui arrivent quand même, comme ces lettres qui mettent des années à trouver leur destinataire, et qui arrivent froissées, délavées, mais qui arrivent. Ce ne sera jamais la langue que j'avais à 5 ans. Celle-là est partie avec l'enfant que j'étais, et on ne récupère pas vraiment. On ne remonte pas entièrement le cours d'une rivière qui a changé de lit. Mais c'est un geste, une main tendue vers quelque chose qui m'appartient encore, même de loin, même maladroitement, même avec l'accent de quelqu'un qui revient après trop longtemps et qui sait qu'elle revient après trop longtemps. Il y a une chanson de Marc Lavoine interprétée par Queen Anne qui s'appelle Bonjour Vietnam. Ces paroles, je peux dire ce qu'elles font quand on les entend avec ce que je porte. Elles disent quelque chose de vrai sur cette terre qui ne lâche pas vraiment celle qu'elle a vue naître, même quand ils sont partis très loin, même quand ils ont grandi dans une autre langue, sous un autre ciel, avec un autre prénom. Je cite « Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer, que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés, qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme, un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les sampans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme, un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères, dans la prière, dans la lumière revoir mes frères, toucher mon arbre, mes racines, ma terre. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme, un jour j'irai là-bas, te dire bonjour Vietnam, te dire bonjour Vietnam. Fin de citation. Le Vietnam rappelle toujours ses enfants. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, je sais que c'est vrai pour moi. Ce n'est pas une injonction ni une culpabilité, c'est comme un fil discret, tenace, qui traverse les années et les continents et qui est encore là quand on pose la main, dessus, intact, comme s'il n'avait jamais cessé de tendre vers quelque chose. Xin Chao, je le dis à cette langue qui fut mienne avant que je sache ce que voulait dire mienne. Xin Chao, je le dis à cette terre que je n'ai pas choisi de quitter et que je n'ai jamais vraiment quittée. Elle m'entend, je crois, à sa façon, et c'est un retour vers mes racines. Chapitre 3. Les souvenirs. Il existe des photographies qui ne ressemblent pas tout à fait à des souvenirs. Elles ressemblent à des preuves. Preuves que j'ai existé là-bas, avant. Preuve que j'étais une petite fille avec des joues rondes et des couettes à la fifi brin d'acier, serrées haut sur la tête. Deux petites fontaines d'où partait quelque chose, l'enfance peut-être, ou ce qu'il en restait à ce moment-là, avant qu'on décide de l'envoyer ailleurs. Preuve que quelqu'un m'avait habillée ce jour-là avec soin, avec intention, avec cette application particulière qu'on met aux choses qui doivent convaincre. La petite robe espagnole à volant, blanche et rouge à pois noirs, presque un déguisement, presque un costume de petite fille modèle qu'on aurait dessiné pour l'occasion. On m'avait poudré le visage de blanc, on m'avait mis du rouge à lèvres, du rouge sur les lèvres d'une petite fille de 5 ans, des collants blancs transparents, des sandales bleues toutes neuves qui ne frottaient pas encore. On m'avait donné une peluche, une petite souris que j'aurais aimé garder. Clic. Je me souviens par bribes de ce jour-là. Je ne me souviens pas du photographe, seulement de la lumière de cet après-midi-là. Je ne souriais pas, j'étais sérieuse et crispée. La photo existe encore, posée derrière moi dans la bibliothèque du salon. Elle a traversé l'espace et le temps, voyagé dans une enveloppe, franchi des frontières, atterri en France dans des mains qui ne me connaissaient pas encore et qui ont regardé cette petite fille habillée trop proprement, avec sa peluche et son sourire qu'on lui avait peut-être demandé, et qui ont dit oui. C'est l'officiel, la photo officielle.
En fond, le jardin, les plants d'ananas, les arbres à litchi, leurs branches lourdes et sombres, la terre rouge en dessous, la terre ocre, chaude, cette terre qui sentait quelque chose que je ne saurais pas nommer si on me le demandait maintenant, mais que je reconnaîtrais les yeux fermés dans une autre vie, dans une autre langue, qu'importe où dans le monde. Ma terre, celle des anciens, celle des racines, celle qui n'est plus la mienne ou qui l'est encore différemment, de cette façon souterraine dont les terres d'origine restent notre, même quand on n'y vit plus, même quand on n'y retourne pas. Sur cette photo, je regarde l'objectif, et quelque part derrière l'objectif, sans que je le sache encore, mes futurs parents me regardent. Il y a d'autres photos, prises par ma mère adoptive dans un restaurant de la capitale. En fond, une pièce toute en longueur. Des inconnus, assis sur des tabourets, en plastique, mangent un faux en me regardant du coin de l'œil. J'ai les cheveux courts, rasés, presque, ou coupés, sans cérémonie, sans égard pour la forme du crâne ou pour ce que ça peut faire à une petite fille de se voir ainsi. Le pull orange trop grand, la maigreur visible dans les poignets, dans le cou, dans ce creux particulier sous les pommettes que les enfants bien nourris n'ont pas, qui est la marque silencieuse de la faim sur un corps d'enfant. La faim qui ne se voit pas vraiment sur une photo, mais qui est quand même logée dans la façon dont on tient les épaules, dans quelque chose de prudent, dans le regard, cette façon de regarder les choses comme si elles pouvaient disparaître, comme si rien n'était tout à fait acquis. Le vide aussi, ce vide particulier des enfants qui attendent sans savoir quoi, qui ont appris à ne pas trop espérer pour ne pas être surpris par la perte. Ces photos-là sont bouleversantes. Elles disent que l'officiel taisait soigneusement. Je me souviens, ou bien je crois me souvenir, la frontière à cette distance-là est floue, poreuse, impossible à tracer avec certitude, ce que la mémoire d'enfant garde, ce que le corps garde à la place de la mémoire, ce qu'on reconstruit sans le savoir, à partir des fragments et des sensations. Tout cela se mélange en une seule chose qu'on appelle souvenir, faute d'un mot plus exact. Je me souviens de la terre sèche des sentiers sous les pieds nus, de la boue des rizières tiède et vivante, du ciel de coteaux rose, ce rose particulier qu'on ne trouve pas ailleurs, qui n'appartient qu'à ces latitudes-là, à ces heures-là, à cette enfance-là, de la forêt de bambous et d'orties, de ces bruits, de ces ombres mouvantes. La faucille de ma sœur qui me blesse la joue, un jour, je ne me souviens pas du moment exact, juste de la douleur soudaine, et des feuilles d'ortie qu'on a posées sur la plaie comme cataplasme, comme les femmes de là-bas savaient faire depuis toujours avec ce savoir tranquille des corps qui se soignent eux-mêmes. J'en garde encore la trace sur mon visage. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, cette cicatrice-là est là, discrète, permanente, irréfutable. Elle me rappelle d'où je viens, avec cette précision que les mots n'atteignent pas toujours. Je me souviens d'une soirée près du feu avec ma famille, un gros chaudron, de la bouillie épaisse, de la nourriture pour les cochons. Je passe entre les personnes et les flammes dans ce mouvement naturel des enfants qui se faufilent partout sans calculer le danger. Je trébuche. Des éclaboussures brûlantes sur le bras, le dos, la jambe et le pied gauche, une grande cicatrice sur toute la longueur. On m'allonge précipitamment au sol sur le ventre, on me met du sel sur le corps pour calmer une douleur insoutenable sur la brûlure, comme si le remède voulait rivaliser avec le mal. Je ne sais pas si je comprenais ce qui m'arrivait ou si je criais seulement sans comprendre comme on crie quand le corps souffre et que la tête n'a pas encore rattrapé. J'avais les larmes aux yeux. Ces cicatrices-là sont des preuves qu'on ne choisit pas, qu'on n'envoie pas dans des enveloppes, mais qui traversent quand même l'espace et le temps gravés dans la peau, permanente, indélébile, plus fidèle que n'importe quel photographe. Je me souviens des femmes dans les rizières avec leurs chapeaux en forme de cône, pas comme des silhouettes de cartes postales, pas comme les images qu'on voit dans les livres sur l'Asie du Sud-Est, mais comme des présences réelles, des dos courbés qui travaillent, des gestes lents et précis, accumulés sur des millénaires, répétés depuis si longtemps, qui sont devenus une façon d'être au monde plutôt qu'une technique. Le ciel au-dessus, rose, le matin d'un rose froid et naissant, blanc à midi d'un blanc qui écrase, d'un rose différent le soir, plus chaud, plus lourd, un rose qui ressemblait à du coton qu'on aurait teinté légèrement et qu'on aurait étalé sur tout l'horizon. Le soleil qui tape fort, le chemin qui tourne et qu'on ne voit jamais en entier parce qu'il y a toujours un tournant, toujours quelque chose au-delà qu'on n'atteint pas encore. Des marionnettes colorées, articulées, dont les fils invisibles font bouger les bras, la tête, les jambes dans une imitation de vie qui ressemble parfois à la vraie, des odeurs que je n'ai retrouvées nulle part ailleurs ou que j'ai peut-être retrouvées par bribes dans des cuisines asiatiques, dans des marchés, dans des jardins après la pluie, sans jamais tout à fait reconnaître l'ensemble, seulement des fragments, des sons que je ne saurais pas reproduire. Puis le
le vide entre les souvenirs, là où la mémoire d'une enfant de 5 ans a ses trous, ses silences, ses pages arrachées sans explication, sans prévenir, et puis le dernier jour, le marché avec ma mère. Les couleurs superposées, les odeurs mélangées, les saveurs qu'on ne sépare plus. Elle m'offre un fruit blanc, un hachis, une pomme poire qu'on appelle, comme ça parce qu'il est les deux sans n'être vraiment ni l'un ni l'autre, comme certaines personnes sont deux choses à la fois sans être réductibles à aucune. Un sachet en plastique transparent rempli de mini crevettes roses séchées, translucides, légères comme des confettis. Des sandales roses toutes neuves parce que j'avais perdu l'une des miennes sur la moto quelques heures auparavant. On en perd toujours une, c'est comme ça. Un pied chaussé et l'autre nu sur la terre chaude. Je ne savais pas que c'était le dernier jour. Les enfants de 5 ans ne savent pas ce que veut dire dernier. Ils vivent dans un présent qui leur semble permanent, dans ce temps élastique et sans fond de l'enfance où les choses durent parce qu'on n'imagine pas encore qu'elles pourraient s'arrêter. Ce mot-là, dernier, avec tout ce qu'il contient de clôture et d'irréversible, je ne l'avais pas encore dans ma langue, ni dans aucune autre. L'avion. Je ne me souviens pas l'intérieur de l'avion, pas des sièges, pas du bruit des moteurs, pas du visage de ceux qui m'accompagnaient. Il y a juste ce que ma mère m'a raconté bien plus tard avec ce sourire qu'on a pour les histoires qui font mal et qu'on a appris à tenir à distance. La ceinture était trop grande, trop lâche autour de ce petit corps, et moi je voulais partir, non pas atterrir, partir, me lever, bouger, aller vers quelque chose ou m'échapper de quelque chose. Elle ne savait pas très bien, et elle avait dû me tenir pendant tout le trajet pour que je reste assise. Ses bras autour de moi comme une ceinture humaine, comme la première chose française qui m'est retenue quelque part. Je me souviens de l'après. Ce doit être la première chose dont je me souviens vraiment de la France. Pas les visages de mes nouveaux parents, pas leur voix, pas la maison, pas la chambre qu'on avait préparée pour moi, avec cette attention particulière qu'on met aux choses qu'on espère depuis longtemps. La neige. Je voulais la ramener à l'intérieur, on m'a donné un bol. Je plongeai mes doigts dedans, lentement, puis de nouveau, puis encore, comme pour vérifier que la sensation était réelle, comme pour la retenir avant qu'elle disparaisse, avant que la chaleur de la maison ne fasse son travail et n'efface tout. Il y avait dans ce geste quelque chose que je reconnaîtrais des années plus tard comme ma façon d'être au monde, cette urgence de mémoriser, de tenir, de ne pas laisser partir ce qui est là. Le froid. Pas le froid abstrait du vent qu'on ressent de loin, pas la fraîcheur du soir sur la peau des bras, mais le froid direct, immédiat, saisissant, cette brûlure blanche et nette sur la peau qui ne ressemble à rien de ce que je n'avais jamais connu, qui n'a pas d'équivalent dans aucun des paysages que j'avais traversés jusque-là. Une sensation entièrement nouvelle, entièrement française, d'une certaine façon. Ma première leçon de ce pays-là, donnée non pas par des mots ou des visages, mais par la matière elle-même, par l'hiver, par ce blanc froid dans un bol entre mes mains d'enfant. Je devais rire ou être stupéfaite, ou les deux en même temps, cette façon qu'ont les enfants de recevoir le monde sans décider d'avance de ce qu'ils en feront, sans savoir encore si c'est une merveille ou une menace, et qui du coup reçoivent tout avec la même intensité ouverte, la même présence totale. Le jardin, la neige dans le jardin, et quelque part dans cette neige-là, sans que je le sache encore, une vie entière qui commençait. Mes parents adoptifs ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ma mère avait une endométriose qui la rendait stérile, mon père avait déjà 2 filles d'un premier mariage. Ils m'ont choisi, ce mot choisi que certains enfants adoptés reçoivent comme un cadeau et d'autres comme un poids, et qui pour moi a toujours été les deux à la fois. Ils ont fait les démarches, traversé les frontières administratives et géographiques, attendu, insisté, recommencé, pour que je puisse partir, pour que j'aie une vie différente. Je ne dis pas meilleure, différente, plus confortable matériellement, c'est vrai, plus sûre, mieux nourrie, mieux soignée, mais à quel prix et pour qui? Ces questions-là n'ont pas de réponse simple, et j'ai cessé depuis longtemps de chercher à en trouver une qui tienne tout entière dans une seule phrase. Ce que je sais, c'est que je suis arrivée en France avec un prénom, une nationalité d'adoption, et un vide là où était ma langue, ce silence intérieur qui prendrait des années à avoir un nom. Je m'appelais Tiang, ça veut dire délicatesse, et ma nouvelle famille m'a accueilli avec amour. Mon père surtout, mon héros, mais ça c'est le chapitre suivant. Et puis il y a une anecdote qui reflète la perte de repères entre les deux terres. Un jour, je feuilletais une revue. Je tombe sur une photographie, un visage que je reconnais immédiatement, avec cette certitude tranquille qu'on a pour les visages familiers. Mon oncle. Enfin, celui que je pensais être mon oncle. Ma mère adoptive, surprise par mon assurance, me demande si j'en suis certaine. Oui, certaine. Ce visage, je le connais. Il fait partie de mon enfance, de ces images qui se sont installées sans qu'on leur demande la permission. Ce n'était pas mon oncle. C'était Ho Chi Minh.
La propagande avait bien fait son travail, mieux que je ne l'aurais cru, mieux sans doute que ce que je ne voudrais l'admettre. Ce visage, diffusé partout, accroché au mur, imprimé dans les esprits, s'était glissé dans ma mémoire d'enfant et y avait pris la place de quelqu'un de réel, de proche, de familier. Mon inconscient avait fait de l'ennemi intime de mes origines un membre de ma propre famille. Je ne sais pas si c'est drôle ou vertigineux, peut-être les deux, peut-être que ça aussi. Grandir sous un régime qui décide de ce qu'on voit, de ce qu'on reconnaît, de ce qui mérite d'être un visage familier, on ne sait même plus après ce qu'on a vraiment vu et ce qu'on a simplement appris à voir.